Le ciel est plein de mystères. À travers toute l'Europe et depuis des décennies, des organismes gouvernementaux enquêtent secrètement sur des objets volants non identifiés. Ces événements me déconcertent. Je n'arrive pas à les expliquer. C'est un véritable mystère. Pour la première fois, nous avons rassemblé les signalements et témoignages recueillis sur tout le continent. Il y a eu 233 observations. C'est énorme. Selon certains experts, il y a des explications rationnelles. Les ovnis existent. Les gens en voient tous les jours. Mais le sigle ovni signifie simplement objet volant non identifié, ce qui n'implique pas qu'il s'agit d'un vaisseau spatial extraterrestre. Mais certains événements défient tout entendement. Alors de quoi parlons-nous? C'est une question à laquelle personne, y compris les autorités françaises, n'a été en mesure de répondre. Sommes-nous en présence de visiteurs d'un autre monde ou de phénomènes naturels? Les autorités gouvernementales en savent-elles plus qu'elles ne veulent le révéler au public? Les réponses se trouvent peut-être dans les dossiers secrets des ovnis d'Europe. Depuis plusieurs décennies, les gouvernements européens ont conservé des dossiers sur les observations d'ovnis. À ce jour, certains cas demeurent inexpliqués. Comme la vague d'observation qui a eu lieu en Belgique. Ou encore, le récit des 4 pilotes suédois qui ont fait une rencontre rapprochée à 1000 mètres d'altitude. Plus proche de nous, en France, les analyses pointues corroborent le récit improbable d'un témoin, preuve que la vérité est sans doute plus étrange que la fiction. Eupen, Belgique, le 29 novembre 1989. Tout a commencé ce soir-là. Mais les observations se sont accumulées d'une ville à l'autre, à travers toute la Belgique. Elles sont rapportées par des centaines de témoins. Ma femme a dit c'est un ovni. J'ai répondu, qu'est-ce que tu racontes? C'est un avion. Mais 5 minutes plus tard, j'ai changé d'avis. Les autorités militaires font décoller d'urgence 2 appareils de combat. Il faut mettre un terme à la plus grande série d'observations d'ovnis jamais survenues en Europe. Au total, il y a eu plus de 2000 observations. 650 d'entre elles ont été étudiées activement et plus de 500 sont restées inexpliquées. Le nombre d'observations est tel que l'on parlera de vagues belges. Les premiers récits proviennent de 2 gendarmes de la ville de Eupen. Il est 17h15. Quelque chose est sur le point de se produire que les 2 hommes n'oublieront jamais. La vague belge est une série d'observations d'ovnis absolument fascinantes. Elle débute par le récit de plusieurs gendarmes, et notamment 2 d'entre eux, qui sont les témoins d'une rencontre rapprochée. Le physicien Auguste Mason a dressé un dossier sur la vague d'observation d'ovnis qui débute par celle des 2 gendarmes. Ils conduisaient lorsqu'ils ont vu des lumières à un endroit inhabituel. Ils se sont arrêtés sur le bas-côté. Les 2 gendarmes aperçoivent un objet planant au-dessus d'un champ qui borde la route. Quand ils l'ont repéré, l'objet était immobile à environ 120 mètres au-dessus du sol. Ils ont décrit un grand vaisseau de forme triangulaire, avec des lumières à chaque coin, et un faisceau plus faible au centre. Ils l'observaient depuis un endroit situé directement à la verticale de l'objet. À leur grande stupéfaction, l'objet n'émettait aucun bruit. Après quelques minutes, l'OVNI s'éloigne. Encore abasourdis, les 2 gendarmes décident d'essayer de le suivre.
Leslie Kean est une journaliste américaine spécialiste des ovnis qui a rédigé plusieurs articles sur les événements de cette nuit-là. Selon elle, ce que les deux gendarmes ont vu au-dessus de ce champ n'était qu'un début. Ils ont suivi l'objet un certain temps. Il est passé au-dessus d'un lac, et ce qui est étrange, c'est qu'il est resté un moment au-dessus de l'eau. À plusieurs reprises, des boules de lumière rouge ont jailli du vaisseau. Elles jaillissaient et remontaient comme si elles étaient reliées à un élastique. Les gendarmes sont déconcertés. Mais ce n'est pas tout. Les deux gendarmes ont observé cette scène étrange. C'est alors qu'un autre appareil est apparu. Il y avait donc deux appareils. Le second ovni survole le lac, puis disparaît en direction du nord, tandis que le premier poursuit son étrange chorégraphie. « 40 minutes plus tard, il se met en route à son tour, cette fois en direction du sud-ouest. Les deux gendarmes restent un moment sur place, stupéfaits par ce qu'ils viennent de voir. Depuis ce jour, le débat fait rage autour de leur récit. Le docteur David Clark est consultant en matière d'OVNI pour le compte des Archives nationales du Royaume-Uni. Ils ont cru voir un gigantesque objet sombre et triangulaire. Mais lorsqu'on étudie leur déposition, il est question d'un certain nombre de lumières brillantes dans le ciel. Lorsqu'il est confronté au chaos, le cerveau humain cherche à se représenter des formes. Si on aperçoit une formation de 3 lumières dans le ciel, et que rien d'autre n'est visible, notre cerveau va automatiquement se demander si ces 3 points ne délimitent pas un objet triangulaire. Le 29 novembre 1989, le ciel nocturne est dégagé, laissant apparaître les étoiles et les planètes. Les gendarmes ont-ils confondu les lumières avec des objets célestes? En tant qu'astronome, le phénomène décrit me paraît très difficile à expliquer. Cette série de lumières qui se déplacent en formation ne correspond à aucun des objets qu'il m'est donné d'observer dans le ciel. Il faut chercher ailleurs, peut-être dans le domaine de l'aéronautique. Dans les faits, ces lumières célestes ont engendré plusieurs théories. On a souvent émis l'hypothèse selon laquelle il pouvait s'agir des essais d'une technologie secrète et sophistiquée menée par une puissance étrangère. L'existence du bombardier furtif F-117 Nighthawk n'a été reconnue officiellement qu'en 1988. Sa forme est grossièrement triangulaire. Nick Pope a étudié les rapports sur les ovnis du ministère de la Défense nationale britannique. Certaines personnes ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'avions furtifs. Les armées belges, britanniques et américaines ont étudié la question de très près. Mais aucun rapport ne mentionnait la présence d'avions furtifs dans la région à l'époque. Qui plus est, l'hypothèse d'un avion furtif ne colle pas, car cet appareil n'effectue pas de vol stationnaire et il est loin d'être silencieux. Selon Chris Yates, expert de la sécurité aérienne, il pourrait y avoir une explication beaucoup plus conventionnelle. Lorsqu'on évoque une situation de vol stationnaire, l'hypothèse d'un hélicoptère est la plus plausible. Les témoignages oculaires suggèrent que les appareils étaient silencieux, ce qui n'a rien de surprenant si l'on tient compte du lieu d'observation, des conditions météorologiques, de la direction et de l'intensité des vents la nuit des faits. Le vent a très bien pu couvrir le bruit de l'appareil. Si les deux gendarmes ont confondu l'OVNI avec un hélicoptère, ils ne sont pas les seuls. Car cette nuit-là, de nombreux autres témoins ont également affirmé avoir vu quelque chose d'étrange dans le ciel. C'est le cas d'un douanier au poste frontière. Il y a aussi un ambulancier qui a vu les lumières à 2 reprises en se rendant à Eynatten et à son retour. Un contremaître a déclaré que l'objet s'était dirigé droit sur lui, en silence, qu'il avait survolé le toit de l'immeuble, la ville et même la mairie. Et d'autres témoins l'ont aperçu. Il s'avère qu'au fil de la nuit,
13 gendarmes, basés sur 8 sites différents, ont vu ces 2 objets qui ont survolé toute une région de la Belgique. Sans compter les centaines de civils qui ont été témoins de la scène. Mais le phénomène ne disparaît pas cette nuit-là. Au cours du mois suivant, on enregistre 233 dépositions distinctes qui mentionnent la présence de lumières étranges et de mystérieux objets volants. Mais il existe une autre hypothèse pour expliquer ces observations, la psychose collective. Elle est souvent à l'origine de vagues d'ovnis, comme on les qualifie souvent. Il s'agit d'un terme militaire inventé pour décrire une période de panique. Tout commence par le rapport d'un témoin oculaire crédible. Lorsque les observations sont relayées par les médias, elles font les gros titres. Les chaînes de télévision leur consacrent des reportages et les gens sont brusquement sensibilisés par le phénomène. Ils ont lu le récit des gendarmes et lorsqu'ils sortent la nuit, ils scrutent le ciel et ils aperçoivent quelque chose d'inhabituel, quelque chose qu'ils auraient ignoré en temps normal. Mais le gouvernement belge prend cette affaire très au sérieux. En réalité, elle pose un réel problème aux militaires. Manifestement, les événements de Belgique intéressaient la sécurité nationale belge. Et, on peut le penser, les autres États membres de l'OTAN. Le ministère de la Défense nationale britannique était certainement informé de ces événements, bien qu'ils se soient déroulés en dehors du pays. D'une certaine manière, nous étions concernés par le biais de l'OTAN. Si un appareil pénètre dans le réseau sophistiqué de défense aérienne en toute impunité, à l'évidence, cela devient un problème de sécurité nationale. C'est à l'armée de l'air belge de gérer la crise. La priorité consiste à mettre un terme à la situation de doute, une fois pour toutes. Ils ont élaboré un système par lequel la détection radar d'un objet était transmise à la gendarmerie pour garantir sa légitimité et déclenchait le décollage d'urgence de chasseurs F-16 pour un contact visuel. Les chasseurs F-16 se tiennent prêts à intervenir en cas d'observation confirmée d'un ovni. La Belgique, au cours de l'hiver 1989-1990. À la suite de l'observation par 2 gendarmes d'objets triangulaires mystérieux dans le ciel, une vague de témoignages oculaires se propage à travers tout le pays. Déterminée à clarifier la situation, l'armée de l'air belge s'apprête à faire décoller d'urgence 2 chasseurs F-16. Mais ils ne décolleront que si l'observation est confirmée par la gendarmerie et qu'une détection est établie par un radar au sol. Pendant ce temps, la population reste dans l'expectative. Les ovnis sont-ils d'origine extraterrestre ou s'agit-il d'appareils plus terrestres, comme des hélicoptères? À l'époque, Patrick Ferrine était consultant pour la SOBEPS, une association de civils qui s'efforçait de garder une trace de toutes les observations d'ovnis. En décembre 1989, nous avons répertorié 233 observations. Durant les 6 premiers mois de 1990, il y a eu 315 nouvelles observations. C'est énorme. Une théorie affirme que la vague d'ovnis belges est une forme d'hystérie collective. La population, après avoir lu les rapports des 2 gendarmes, aurait vu des ovnis imaginaires. Cette théorie pourrait expliquer pourquoi tant de personnes ont évoqué la forme triangulaire des objets. Les rapports des officiers de gendarmerie évoquent des appareils à la forme triangulaire. Mais il faut remonter à la source et se demander d'où cette idée de forme triangulaire peut bien venir. En 1977, à l'âge de 13 ans, je suis allé voir La Guerre des Étoiles. Quiconque a vu ce film se souvient de l'apparition à l'écran de ce gigantesque vaisseau impérial et de sa forme triangulaire. Et curieusement, c'est à cette époque que les rapports d'observation ont commencé à décrire des ovnis triangulaires. Cependant, l'armée de l'air belge prend l'affaire très au sérieux. Et les centaines de témoins oculaires demeurent encore à ce jour déconcertés par ce qu'ils ont vu. C'est le cas d'Albert Ruiz.
Ma femme a dit, c'est un ovni. J'ai répondu, qu'est-ce que tu racontes? C'est un avion. Mais 5 minutes plus tard, j'ai changé d'avis. À minuit 30, le soir de Noël 1989, Albert Ruiz et sa famille rentrent chez eux après une soirée entre amis. Ils sont sur l'autoroute, à proximité de cette bretelle, lorsqu'Albert aperçoit quelque chose devant lui. J'ai vu 2 lumières. J'ai dit à ma femme, Nicole, il y a un truc bizarre. Quand on s'est rapproché, on a vu un engin très étrange. Un rectangle composé de 4 triangles. C'était gigantesque. De la taille d'un terrain de football. J'en ai fait une maquette 10 ans plus tard. Il était en vol stationnaire et se déplaçait lentement de ce côté. Albert prend des clichés de sa maquette pour étayer sa description. Voilà la première chose que j'ai vue. Quand on s'est rapproché, on a pu mieux le distinguer. Et voilà la perspective de côté, lorsqu'on a franchi le pont. Puis il a disparu. J'étais curieux. J'ai dit à ma femme, arrête la voiture. Elle m'a dit, tu es devenu fou. Je ne m'arrête pas sur l'autoroute. Je ne fais pas ça. Depuis ce jour, Albert Ruiz cherche à comprendre ce qu'il a vu. Un avion, c'est impossible. Il était immobile, au-dessus du sol. Un hélicoptère? Même si le vol est apparenté, ce n'est pas un rectangle. Non, ça ne pouvait pas être un hélicoptère. Ils sont trop bruyants. On n'entendait que le bruit du moteur de notre voiture. Non. Je suis convaincu que cet objet n'était pas terrestre. La vague d'observation se poursuit au printemps 1990. C'est alors qu'un événement survient dans la commune de Petit-Rechin, où un témoin semble avoir pris un cliché. La photo est examinée soigneusement et minutieusement analysée par un vaste éventail d'experts scientifiques. Et tous ces experts de l'optique, de la physique ou de l'analyse numérique ont abouti à la même conclusion. Ils étaient incapables d'identifier l'objet. Mais ils ne pouvaient pas démontrer qu'il s'agissait d'un montage. Le cliché semblait authentique, mais impossible de savoir ce qu'il représentait. C'est ce que l'armée de l'air belge a la ferme intention de découvrir. 2 F-16 attendent qu'une observation soit validée par la gendarmerie et les services radars. Puis est venue la nuit du 30 au 31 mars. Comment est-ce que tout ça a commencé? Un gendarme a appelé les services radars parce qu'il avait vu d'étranges lumières dans le ciel. La station radar détecte une trace non identifiée qui correspond. Les F-16 reçoivent l'ordre de décoller. Guidés par les contrôleurs au sol, les chasseurs se rapprochent des lieux. Ils repèrent brièvement l'OVNI sur leur radar de bord. Mais celui-ci disparaît subitement de leurs écrans. L'objet se déplaçait à environ 900 km/h. Il est passé de 900 à 4000 mètres d'altitude en 7 secondes. L'objet non identifié effectue des manœuvres rapides et abruptes qui engendrent une force de 22 G. Une gravité que peu d'humains seraient capables d'endurer plus de quelques instants. Les pilotes se dirigeaient vers l'OVNI qui figurait sur leurs écrans radars. Puis ils ont perdu le signal, avant de le récupérer dans une autre portion du ciel.
et le phénomène s'est poursuivi un certain temps. Après avoir chassé le contact radar furtif durant près de 25 minutes, les F-16 admettent leur échec et rentrent à la base. Ils n'ont pas pu approcher l'objet d'assez près pour établir un contact visuel, et ce qu'ils ont repéré sur leurs écrans semble remis en question. Le problème, c'est que l'équipement électronique du second chasseur est tombé en panne, et il n'y a eu qu'un seul enregistrement du signal. C'est ce qui a semé le doute au sein de l'armée de l'air. Sans la confirmation d'un second appareil depuis un site différent, on ne pouvait pas être sûr à 100%. La fiabilité des systèmes radars à bord des chasseurs est souvent remise en question. Mais il arrive fréquemment que les inversions de température entre les différentes couches de l'atmosphère soient à l'origine d'un retour d'informations erronées vers les antennes de réception. J'ai interrogé le pilote du chasseur qui avait intercepté le signal. Il est absolument convaincu qu'il s'agissait bien d'un objet réel. Ils n'ont pas eu de contact visuel pour décrire l'objet. Ils étaient trop éloignés pour apporter un témoignage oculaire sur l'OVNI. Les Belges ont donné une conférence de presse où ils ont déclaré que l'incident avait bien eu lieu, mais qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir des explications rationnelles. Le nombre d'observations signalées diminue sensiblement au fil de l'année 1990. Les chances d'établir un contact confirmé s'amenuisent. Les F-16 ont échoué, mais il reste encore la photo de Petit Rochin. Et puis je l'ai peint à la bombe. Pendant plus de 20 ans, ce cliché a été largement considéré comme la meilleure preuve de la vague belge d'OVNI. Et puis après ça, on a commencé à faire des trous avec un crayon, un bête crayon. Elle l'a pas remarqué au rouge. Mais en juillet 2011, le photographe amateur Patrick Maréchal fait une révélation fracassante. Le choix du triangle, ça s'est fait parce que la vague belge, donc les gens voyaient un triangle, donc on a recréé le triangle. La photo en question est un cliché d'une maquette en polystyrène qu'il a fabriquée et suspendue dans son jardin. Maréchal n'avait que 18 ans à l'époque. Sa photo n'était qu'un canular, mais elle a mystifié tous les experts. L'adage selon lequel la caméra ne ment pas est absurde. Dans le cas présent, ce type a voulu faire une blague pour rire. Mais il est fréquent que les auteurs de ce genre de canular ne réalisent pas la portée de leurs actes sur le moment. Lorsque la photo est officiellement déclarée comme un faux, certains remettent en question la vraisemblance de la vague belge d'OVNI. Il existe de nombreux éléments qui n'ont rien à voir avec des hélicoptères, Vénus ou tout autre type de canular. Le problème reste donc entier. Le fait qu'on découvre qu'un document est faux ou qu'il s'agit d'un canular ne remet pas en cause l'ensemble des données et ne permet pas d'affirmer que la vague belge n'est qu'une divagation. Ces événements me déconcertent. Je n'arrive pas à les expliquer. C'est un véritable mystère. Au cours de la vague belge, il y a eu plus de 2000 observations. 650 d'entre elles ont été étudiées activement et plus de 500 sont restées inexpliquées. C'est une énorme quantité de cas inexpliqués. 500 événements qui restent inexpliqués à ce jour. De quoi alimenter le dossier des OVNI en Europe. Dans le ciel de Suède, 4 pilotes voient quelque chose qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Pendant ce vol, nous avons vu une chose très étrange. C'était un objet volant. Leur rapport est classé dans un dossier confidentiel et confié au service de renseignement militaire. Pour moi, c'était un objet très intéressant. Mais en dépit d'une enquête approfondie, 3 décennies après les faits, le mystère demeure entier.
C'était un véritable ovni, un objet volant non identifié. Söderhamn, Suède, le 18 août 1985. Un Cessna 172 vole en direction du sud. À bord, 4 amis qui rentrent chez eux après s'être rendus à un salon aéronautique en Finlande. Ce sont tous des pilotes amateurs chevronnés. Leur plan de vol suit un réseau linéaire de câbles haute tension. Soudain, l'un d'entre eux, Jan-Erik Henriksson, repère quelque chose d'étrange. Un objet qui scintille au loin. Il pense tout d'abord qu'il s'agit d'une lumière dans le ciel. Mais subitement, j'ai compris que ce n'était pas une lueur dans le ciel. Cette chose se dirigeait vers nous et réfléchissait la lumière du soleil, d'où notre confusion. Quel que soit l'objet mystérieux, il semble se diriger droit vers leur avion. Au début, on craignait qu'il ne vole à la même altitude que nous, ce qui aurait été dramatique. Mais il est passé sous notre appareil et nous l'avons tous vu. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Les 4 hommes n'ont jamais rien vu de tel. L'OVNI fonce vers eux et passe sous l'avion. Le pilote a effectué un virage serré à 180 degrés et nous avons suivi l'objet. Ils étaient si près qu'ils ont pu apercevoir de très petits détails sur l'objet. Klas Svahn est un journaliste suédois qui a enquêté sur cette affaire. Ils ont pu se rendre compte qu'il ne ressemblait à aucun objet connu. Ce n'était ni un autre avion ni un oiseau, mais quelque chose de bien plus étrange. Alors qu'ils suivent l'appareil inconnu, ce dernier effectue de brefs mouvements saccadés. Henriksson réalise soudain qu'il ne s'agit pas de manœuvre fortuite. À ce stade, la ligne haute tension bifurquait vers une autre direction. L'objet volant a changé de cap pour suivre le réseau électrique. C'est pourquoi nous pensons qu'il pouvait voir, sentir et réfléchir. L'objet non identifié se déplace plus vite que le Cessna et il disparaît de son champ de vision en quelques minutes. Les 4 pilotes sont abasourdis. Ils appellent le contrôle aérien civil dans l'espoir d'obtenir une explication rationnelle. Mais aucun autre vol n'est signalé dans la région. La réponse est négative. Personne n'a rien vu. Le mystère s'épaissit, et pendant le reste du vol vers l'aéroport de Gävle, les 4 hommes cogitent sur la marche à suivre. S'ils évoquent leur observation d'OVNI, ils risquent de ne pas être pris au sérieux. À notre arrivée à Gävle, nous avons décidé de ne rien dire à la presse suédoise. Nous avons rédigé un rapport à l'attention de la sécurité nationale. Je l'ai avec moi, il date de 1985. Tout y est consigné. Henriksson adresse le rapport à un service spécial au sein de l'agence suédoise de recherche sur la défense qui a été créée pour les affaires concernant les ovnis. Près de 30 ans après les faits, l'incident figure toujours au fichier. En 1985, un homme du nom de Jan-Erik Henriksson a remis un rapport à l'agence suédoise de recherche sur la défense concernant l'observation d'un ovni. L'agence effectue des recherches. Dans ce type d'affaires, l'enquête commence par l'étude des rapports radars le jour des faits. Mais puisque l'OVNI n'est pas apparu sur les écrans radars, les investigations sont abandonnées, faute de preuves tangibles. L'agence suédoise de recherche sur la défense a clos le dossier. Reste à en informer M. Henriksson. L'agence a répondu qu'elle ne pouvait lui donner aucune information sur l'objet volant en question.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelque temps plus tard, Henriksen se rapproche d'un de ses contacts dans l'armée. Cet officier lui a suggéré d'appeler le service du renseignement de l'armée de l'air. C'est ce qu'il a fait. Et à l'époque, Jerk Felling dirigeait le service. Jerk Felling a dirigé le service technique du renseignement de l'armée de l'air suédoise pendant plus de 30 ans. Henriksen dispose enfin d'un contact susceptible de lui fournir des éléments de réponse. D'emblée, j'ai trouvé qu'il s'agissait d'un objet tout à fait intéressant. D'autant plus qu'à l'époque, Jerk Felling a reçu d'autres rapports concernant des observations d'OVNI. D'autres observations avaient eu lieu plus au nord cet été-là. Mais elles n'avaient pas la même valeur. Car cette fois, il s'agissait d'une observation effectuée depuis un avion par 4 pilotes chevronnés. Selon une hypothèse, l'OVNI était un missile suédois provenant d'un tir d'essai. Mais en tant que chef du renseignement technique, Jerk Felling en aurait été informé. Il n'y avait pas de manœuvre suédoise dans la région à l'époque. Je le sais car nous entretenions des relations étroites avec le service des missiles. Selon moi, il s'agit d'un objet trop sophistiqué. La Suède n'avait ni la technologie ni les fonds nécessaires pour le concevoir. Si l'objet correspond à un type de missile connu, de fabrication suédoise ou étrangère, Jerk Felling serait en mesure de l'identifier. Tous les renseignements concernant les tirs de missiles étrangers m'étaient communiqués, sous une forme ou une autre. Alors s'il ne s'agissait pas d'un type de missile connu, qu'ont pu observer les 4 pilotes? C'était un authentique OVNI, un objet volant non identifié. Mais selon une autre hypothèse, il pourrait s'agir d'un missile d'un genre nouveau, un missile soviétique. Au milieu des années 1980, la guerre froide fait encore rage. La tension entre l'Union soviétique et l'Occident est à son comble. Selon moi, il ne s'agissait pas d'un missile soviétique qui aurait dévié de sa trajectoire, et cela pour tout un tas de raisons. La première, c'est que les frontières autour de l'Union soviétique, et notamment celles des pays de la Baltique, disposaient d'instruments de surveillance parmi les plus sophistiqués de l'époque. Si un missile s'était égaré, cela aurait entraîné une crise diplomatique grave. Enfin et surtout, parce que le missile aurait fini par retomber au sol. Ce type de missile ne vole pas indéfiniment. Sa quantité de carburant embarqué est limitée. Qui aurait intérêt à faire voler un tel engin au-dessus de la Suède, en plein jour et à si basse altitude? Pourquoi dévoiler de nouveaux instruments militaires avec le risque qu'ils s'écrasent ou qu'ils soient photographiés? Ce ne serait pas très judicieux. La question reste entière, car aucune puissance étrangère n'agirait de la sorte. L'hypothèse du missile soviétique perdure, jusqu'à ce que quelques années plus tard, les secrets militaires ne commencent à filtrer avec la chute précipitée du rideau de fer. Jerk Felling espère alors découvrir les détails des opérations militaires secrètes du bloc soviétique. Mais en épluchant les dossiers, il ne trouve aucun élément qui puisse expliquer ce que les 4 pilotes ont vu. On se demande encore ce que ça pouvait être. L'affaire est classée. Henriksen et ses camarades ne sauront sans doute jamais ce qui s'est passé en ce jour d'août 1985. Lorsqu'un ovni survole la France, l'unique témoin oculaire déclare avoir vu un appareil mystérieux se poser au sol. Le rapport ne décrit pas seulement des lumières dans le ciel. Il comporte des allégations sérieuses mentionnant l'atterrissage d'un ovni.
À l'endroit de l'atterrissage présumé, la présence de traces physiques déclenche la plus grande enquête sur les ovnis dans l'histoire de la France. On a affaire à un objet matériel, c'est certain. Mais on en ignore totalement la nature et l'origine. Et tandis que le témoin reste abasourdi par ce qu'il a vu, les analyses de laboratoire fournissent des résultats aussi étranges qu'inattendus. Trans-en-Provence, France, le 8 janvier 1981. Renato Nicolai, 55 ans, travaille dans son jardin. Il n'y a personne alentour. Soudain, quelque chose attire son attention. Il aperçoit une lumière qui scintille au-dessus de la cime des arbres. Tandis qu'elle se rapproche, Renato Nicolai découvre qu'il s'agit d'un objet métallique mystérieux. L'objet descend lentement vers le sol. Renato n'a jamais rien vu de tel. Après une trentaine de secondes, l'objet redécolle et disparaît dans le ciel. Renato s'approche alors prudemment de l'endroit où il a atterri. À sa grande stupéfaction, il aperçoit des marques circulaires sur le sol. L'expérience le laisse en état de choc. Il ne sait pas quoi penser. Mais le lendemain, après en avoir parlé à son épouse, il rapporte l'incident à la gendarmerie. En France, les observations d'OVNI donnent lieu à des enquêtes très sérieuses. Certains pays s'en désintéressent totalement et d'autres ouvrent une enquête. En France, l'étude des ovnis dépend directement du Centre national d'études spatiales. Un organisme interne, le GEPAN, devenu CEPRA, était chargé d'analyser les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Après avoir examiné le site, la gendarmerie contacte le GEPAN. Jean-Jacques Velasco deviendra plus tard le directeur de cet organisme. Mais à l'époque des faits, il est chargé de l'enquête sur les phénomènes de Trans-en-Provence. Donc on avait un téléx qui nous disait il y a quelqu'un qui a aperçu un objet qui a atterri dans son jardin et il y a des traces qui restent au sol. Donc on s'est dit c'est intéressant, on va donc faire enfin une enquête rapidement sur les lieux. Après avoir interrogé le témoin, les enquêteurs ont donc pu mener une véritable analyse scientifique de l'endroit où l'OVNI était supposé avoir atterri. Les gendarmes prennent des photos du site. Les traces au sol laissent les enquêteurs du GEPAN sceptiques, mais ils sont déterminés à examiner les lieux par eux-mêmes. On a tout de suite vu qu'il y avait une empreinte sur le sol, donc il fallait intervenir pour mesurer les traces effectives. Et puis, dans nos procédures, on avait également des possibilités de pouvoir obtenir des analyses des végétaux. Ils ont prélevé des échantillons du sol, de l'herbe et des végétaux. Et ils ont pratiqué une analyse scientifique rigoureuse. Les laboratoires se mettent au travail. Ils analysent les empreintes physiques laissées au sol et cherchent la moindre trace d'une altération de la terre et des végétaux. Mais en attendant les résultats, du côté de Trans-en-Provence, Renato Nicolai raconte son histoire. Je ne peux pas dire que c'était une soucoupe volante, que c'était... J'ai vu quelque chose, oui. Il s'est posé, il est reparti. Il fait un croquis sommaire de ce qu'il a vu. La forme, c'était comme si on posait deux assiettes, l'une sur l'autre. Voilà. L'objet qu'il décrit est aussi étrange qu'inconnu. Peut-il s'agir d'une arme militaire secrète, comme un drone?
Les drones ont des tailles et des formes variées. La plupart de ces appareils sont assez petits. Les modèles VTOL disposent d'un système de décollage et d'atterrissage vertical. En l'occurrence, il s'agit peut-être d'un drone expérimental qui se serait posé dans son jardin ce jour-là. De quoi l'effrayer. Dans un très grand nombre de cas d'observation d'OVNI, les gens ont vu un objet qu'ils étaient incapables de reconnaître dans le ciel. Ils ont été influencés par leurs propres désirs ou craintes, ou par leur conditionnement culturel, et ils se sont persuadés qu'il s'agissait de visiteurs extraterrestres. Lorsqu'une personne est convaincue d'avoir vu un vaisseau extraterrestre, il lui est très difficile de changer d'avis. La déposition d'un témoin unique peut être remise en question, car il existe toujours un doute quant à sa fiabilité. Mais lorsque Jean-Jacques Velasco reçoit les résultats du laboratoire, il n'en croit pas ses yeux. L'objet qui s'est posé dans le jardin de Nikolaï a de quoi interpeller les plus sceptiques. Avec un laboratoire de géologie, montrer que l'objet qui s'était posé pesait entre 700 et 800 kilos. Parce que l'empreinte mécanique avait fait une trace sur le sol qui correspondait à un objet de 700 à 800 kilos. Si l'objet pesait entre 700 et 800 kilos, cela élimine une possibilité. Ce qui est étrange, c'est le poids d'un tel objet compte tenu de son diamètre. À l'époque, les premiers drones n'avaient certainement pas une telle masse. Bien sûr, il pourrait s'agir d'un appareil plus grand, comme un hélicoptère. Mais les analyses n'ont pas uniquement révélé le poids de l'objet. Ensuite, les analyses des particules qui ont été prélevées dans le sol ont montré que le sol avait subi un échauffement superficiel qui ne dépassait pas 5 à 600 degrés. Si on parle d'objets propulsés par un moteur à réaction, il est clair que, par nature, la chaleur produite serait largement supérieure. Les hélicoptères utilisent aussi des moteurs à réaction. Mais dans leur cas, la chaleur est évacuée horizontalement. Le souffle des réacteurs est dirigé vers le rotor de queue, ce qui permet d'exclure l'hypothèse de l'hélicoptère. Mais ce sont les ultimes résultats du laboratoire qui sont les plus étranges. Donc c'est ça qui est important. Mais surtout, ce qui est assez fondamental, c'est que c'est la végétation qui nous a apporté des indications sur les modifications. Les échantillons qui étaient sur la trace montraient un phénomène de vieillissement prématuré. Et le laboratoire a essayé de voir quel était le facteur qui avait modifié les acides aminés de ces plantes. Il n'y avait qu'un seul élément qui permettait de modifier les acides aminés, c'était des champs électromagnétiques, et en particulier des micro-ondes. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Qu'on a affaire à un objet matériel, c'est certain. Mais on en ignore totalement la nature et l'origine. Alors, de quoi parlons-nous? C'est une question à laquelle personne, y compris les autorités françaises, n'a été en mesure de répondre. À la différence d'une simple lueur ou d'une forme dans le ciel, cette manifestation d'OVNI est extrêmement significative, parce que nous sommes en présence d'un atterrissage. Plus de 30 ans se sont écoulés depuis les événements étranges de Trans-en-Provence. Les preuves physiques ont été réexaminées et réévaluées à plusieurs reprises. Elles n'ont jamais permis de fournir une explication concluante. Ils ne nous apportent pas les réponses sur la question que tout le monde se pose. Mais que sont ces objets et d'où viennent-ils? Ainsi, ce qui est arrivé à Renato Nikolaï figure à ce jour parmi les affaires non résolues du dossier des ovnis en Europe.